Salut Karine. Bonjour. Je suis trop content d'être là. On improvise un petit peu. Je profite que tu sois là. Du coup, on est à iFly Lyon pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. On est juste devant la soufflerie. Et pour toi, c'est une journée complètement normale? Oui, assez normal. En fait, on fait régulièrement avec Greg des camps, on appelle ça des tunnel camps, où en fait on prend des gens qui, la plupart du temps, sont déjà des sautants en loisir, donc ils sautent en parachute pour le plaisir, et qui viennent pendant une semaine suivre des cours un peu en intensif dans la soufflerie pour travailler sur des nouvelles postures et pouvoir faire encore plus de choses dans le ciel quand ils vont sauter avec leurs potes. Ok, trop bien. Bah écoute, j'ai pu le voir en plus, on a pu prendre quelques images. Pour les gens qui seront sur YouTube, vous pouvez aller les regarder. On va un peu improviser aujourd'hui parce qu'effectivement, j'avais pas mal travaillé mon interview avec Greg, mais toi, je savais pas que tu étais là, donc on va être freestyle. C'est les meilleurs. Exactement, exactement. Puis le mot freestyle, toi, ne te fait pas peur, tu connais plutôt bien. Mais quand même, il y a une première question que je pose aux 220, 230 invités qui sont venus. C'est peut-être mon biais d'enfant. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? De sport en général ou de ce sport que je pratique? Eh bien tiens, je veux les deux. Les deux. Ouais. Alors, premier souvenir de sport en général, ce sera le ski. Ouais. J'ai mon père qui était un fan de ski et qui m'a mis dessus assez jeune. J'avais 3 ans. Il me prenait entre ses jambes et on dévalait les pistes. Donc rapidement, après, j'ai pris de l'autonomie. Et je pense que c'est là aussi où j'ai goûté à la glisse et à la vitesse. Et du coup, je me suis bien accoutumée à ça. Ok. Et quand est-ce que tu découvres la chute libre, du coup? Et la chute libre, je la découvre finalement assez tard. C'est à 18 ans, ma famille qui m'offre un tandem pour mon anniversaire. Et c'est une surprise. Donc je débarque à l'aérodrome de Lyon-Corba, juste à côté d'ici. Et on me dit, bah voilà, tu vas sauter en parachute. Et j'étais surexcitée. C'était génial. J'y suis allée vraiment en mode découverte. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. En fait, tant qu'on n'a pas sauté, on ne peut pas savoir à quoi s'attendre. On peut imaginer, mais on sera forcément loin du compte. C'est ça qui est génial avec ce sport, c'est qu'il faut l'essayer pour savoir. Et donc, une fois qu'on était dans les airs, je me suis posée, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable? Il faut absolument que je revive ça. Et c'est malheureusement que quelques années plus tard que j'ai pu apprendre en solo. J'ai appris quand j'avais 23 ans. Ok. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai sauté effectivement en tandem et dès que j'ai posé le pied au sol, j'avais qu'une envie, c'était de ressauter tout de suite. C'est ultra addictif, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est soit on accroche et on a vraiment envie de retrouver la sensation, de ressentir le vent, de comprendre un peu comment ça marche finalement, ou soit on est content d'avoir fait cette expérience de se surpasser pour passer le cap de la peur et le faire une fois et puis on s'arrête là. Ouais. Ok. Et tu vois, c'est un sport qui peut être perçu en tout cas comme un sport un peu casse-cou, un peu extrême. Est-ce que toi, tu étais une petite enfant casse-cou et un peu qui aimait bien sauter dans tous les sens? Greg, il me disait que lui, très jeune, il sautait des arbres, il sautait un peu tout ce qu'il pouvait. Ouais, je sais pas si vous a raconté la fois où il a mis le feu à ses bottes en pensant qu'il était Astro le petit robot et qu'il allait décoller avec. On n'a pas eu le temps, mais tu peux la raconter voilà. si tu veux. Ça s'arrête là. Après, c'est les pompiers et l'hôpital. Non, je crois qu'ils ont réussi à éteindre le feu. Attends. Okay. Mais alors moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'étais pas plus casse-cou que ça. À part en ski où effectivement j'étais un peu à fond. Mais sinon, j'étais plutôt une enfant un peu tranquille, presque même un peu introvertie. J'étais plus dans le dessin, tout ça. Et c'est un peu plus tard, j'ai toujours quand même fait un peu de sport. J'ai fait pas mal de karaté qu'on avait en commun avec Greg sans le savoir en fait. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à sauter en parachute en autonome, ça a été vraiment une nouvelle naissance pour moi. Il y a eu vraiment un épanouissement énorme et du coup, au contraire, le côté social s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on donne des cours. J'imagine pas arrêter de donner des cours. J'adore ce contact avec l'humain et chercher la meilleure méthode pour que la personne progresse au plus vite. Je trouve que c'est un super challenge. Il faut être créatif, il faut essayer de lire un peu la psychologie de la personne et c'est génial. Ok. Tu saurais te dire ce qui s'est passé sur cette libération ? C'était quoi? C'était la petite Karine qui avait besoin de sensations fortes pour s'épanouir? C'était le fait de vaincre ta peur, tu vois? Est-ce que on rentre un peu dans la psychologie, mais tu vois, ça m'intéresse de savoir. Je pense que c'est un petit cumul de tout ça, c'est-à-dire que quand on apprend, alors moi je savais que je voulais, j'ai toujours eu ce côté de, j'aime beaucoup la nature.
Quand on fait des randos, qu'on se retrouve au sommet d'une montagne ou devant une cascade, il y a ce côté wild un peu, tu vois, qui ressort. Et j'avais toujours eu un peu cet appel où je me sentais bien sur la cime des montagnes, tu vois, quand on faisait les dernières montées du soir en ski. Et je pense que quand on apprend à sauter en parachute, encore une fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Même si j'avais fait un tandem, apprendre à sauter seul, c'est encore une nouvelle étape. Parce que là, c'est toi qui vas tout gérer, c'est pas le mec qui est dans ton dos qui fait tout pour toi. Donc, on te montre un peu toute la théorie, puis après, il faut se jeter, en fait, il faut se jeter à l'eau. Et cette partie-là, en fait, de se dire, ok, j'ai ultra peur, parce que c'est un réflexe du cerveau humain qui t'envoie des signaux dans tous les sens, qui te dit, non mais attention, là, tu te mets en danger de mort. Donc, c'est vraiment de la survie, tu vois, le corps humain est bien fait. Mais t'as tout qui te freine, tu vois. Et à un moment donné, il faut dire, ok, c'est pas grave, je vais me débrouiller et je vais y arriver. Et le fait de se lancer et de voir qu'effectivement, malgré cette peur de mourir, tu te débrouilles et tu survis. Et en plus, tu vis ces sensations qui sont d'une extrême liberté où tu échappes à toute emprise, que ce soit la société, les gens qui peuvent t'entourer, tout. Il y a vraiment ce moment, il est à toi. Tu échappes à tout. Et tu es dans l'instant présent. Et ça, c'est fou. Tu te poses et tu dis, ok, j'ai réussi à faire ça. Je suis pas morte. Et j'ai découvert une sensation qui me transcende. Ouais. Mais tu vois, en rencontrant beaucoup d'athlètes, on parle beaucoup d'instant présent et de flow. Et pour avoir testé énormément de sports, je trouve que quand même, quand les sensations sont extrêmement élevées et que tu as beaucoup d'adrénaline, tu es presque contraint d'être dans le flow. Tu vois, tu n'as pas d'autre choix, comme tu le dis, pour survivre, entre guillemets, que d'être dans ce flow-là. Et du coup, je voulais te demander, toi, est-ce que tu ressens un peu cette sensation d'instant présent à chaque saut, à chaque fois? Oui, alors justement, en fait, dans le parachutisme, comme même si on n'a pas l'impression que le sol se rapproche vite, parce qu'on est à 4000 mètres, donc au niveau du visuel, on est quand même vraiment loin du sol, tu vois. Donc il ne te montre pas à la figure. Et puis on ouvre notre parachute à 1000 mètres, donc on reste quand même dans des hauteurs qui font qu'on se sent plus comme un oiseau que comme un terrien en train de faire un saut à l'élastique. Mais malgré tout, tu dois surveiller ton altimètre. Tu dois avoir conscience exactement de là où tu en es pour pouvoir partir à temps et justement ouvrir ton parachute à la hauteur nécessaire. Donc, tu es obligé d'être dans cet instant présent. Et même si tu t'amuses avec une ou plusieurs personnes en face de toi dans le ciel, tu as cette espèce de sablier un peu inconscient qui est là avec toi et qui ne te quitte pas. Et à un moment donné, avec l'expérience, tu vois, quand on fait des sauts où on va prendre des postures qui sont un petit peu plus aérodynamiques dans le sens qui vont freiner un peu plus, où on s'étale sur l'air, alors on va avoir un peu plus de temps de chute libre. Et là, d'un coup, le sablier interne dit « Oula, ça fait longtemps que tu es dans l'air là, non ? Allez, regarde ton alti quand même. » Donc, il y a ce truc où on est vraiment, de par ce sport et le fait que le sol se rapproche malgré tout, on est obligé d'être dans l'instant présent. Ouais, il y a un espèce de compte à rebours qui fait que vous êtes obligé de compter, enfin, de ressentir chaque seconde, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'elle aurait réagi, la jeune Karine, tu vois, on va dire de 10-12 ans, si on lui avait dit, tu sais que plus tard, tu seras championne du monde de free fly, de chute libre. Comment est-ce qu'elle aurait réagi, Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Alors ça, c'est super rigolo parce que du coup, donc, la Karine dont tu parles, elle aurait été avec une boîte de pastel en train de faire un pastel sec pendant des heures. Toute seule quelque part et je pense qu'elle t'aurait pas cru tout simplement. Je pense que déjà elle aurait dit oh trop cool, je vais faire du parachutisme, c'est génial, mais alors de là à aller gagner un titre comme ça, c'est vrai que je pense que ça m'aurait bluffé. Et en faire sa vie aussi, tu vois, non. Puis je pense clairement aujourd'hui j'ai l'impression par rapport à la génération de nos parents par exemple, on a plusieurs métiers dans une vie. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est de savoir se renouveler et puis de suivre un petit peu justement aussi ses besoins et ses envies du moment. Après là, vraiment pour moi c'était une telle révélation que avant j'étais designer avant de faire du parachutisme. Et donc j'ai travaillé dans un bureau d'architecture navale, j'avais un job plutôt bien, tu vois. Et aujourd'hui, quand je raconte ce que je fais, les gens ils me disent mais ça te manque pas le design, t'as pas envie de retourner derrière sur ton métier d'avant, quoi. Et clairement, pas du tout. Parce que mon métier d'avant, c'est être derrière un ordinateur sans contact humain réel. Alors que là, j'ai un panel de gens. On voyage en plus beaucoup, donc on a toutes ces cultures différentes. C'est tellement enrichissant.
pour rien au monde, je changerais. Bah ça, j'imagine. En tout cas, alors forcément, moi je vois votre vie un peu sous le prisme des réseaux sociaux, tu vois. On voit les plus belles aventures, on voit les plus beaux paysages et tout, mais je me dis, moi qui suis un grand passionné de voyage, je me dis, ils ont quand même une certaine chance, quoi. Donc, Ah ouais. mais en tout cas, bravo, parce que je sais que vous vous êtes donné les moyens, et à la fois sportivement et puis aussi professionnellement, il y a quand même une part de risque, donc, Oui. donc bravo. J'ai posé la question à Greg, je suis obligé de te la poser à toi aussi, parce que je serais curieux de confronter l'histoire. Puis après, on n'est pas obligé de parler que du duo, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés. Moi, j'ai appris à sauter à El Paso, au Texas. Okay. Et mes parents sont de Lyon. Donc, de temps en temps, je repassais les voir. Et quand je suis passée à Lyon et que je commençais déjà à être autonome et pouvoir sauter un petit peu partout dans le monde, forcément, par curiosité, je suis allée voir la zone de Lyon. Je me suis retrouvée à venir sauter ici. Je connaissais personne. Et je me suis retrouvée dans un avion donc, de 10 places assez serré. Moi, j'ai appris dans un avion 4 places qu'avec des potes, en fait, parce que mon moniteur, il était plus jeune que moi. On a tout de suite lié d'amitié. Il y avait un groupe de jeunes sautants. On était tout le temps ensemble. Et donc, c'était toujours la fête, quoi. Dans l'avion, on déconnait, on rigolait. Bon, ça, c'était après la formation où on a très peur et qu'on est très concentré pour les premiers sauts. Mais ouais. Après, c'était vraiment dans la bonne ambiance. Et donc là, en France, je me suis retrouvée dans une ambiance un peu différente où tout est très basé sur la sécurité. Et puis peut-être, je sais pas, il y avait quelque chose de particulier ce jour-là. Les gens étaient particulièrement sérieux et avec l'air un peu grave. Et je me disais, mais mince, il n'y a personne qui est en train de se dire mais je vais sauter en parachute, c'est complètement fou. Et je ne voyais pas les sourires et je ne comprenais pas en fait cette démarche-là. Et dans l'avion, heureusement, il y avait 2 jeunes, dont Greg et son pote, qui se disaient des trucs dans l'oreille et qui rigolaient. Et je me disais mais heureusement qu'ils sont là, ces 2-là, parce que ça me détend un peu. Et quand on est arrivé au sol, en fait, on a commencé à discuter et puis on a lié d'amitié. Et puis c'est vraiment des années plus tard où en fait on s'est retrouvés et puis voilà. Bah écoute, c'est une belle histoire. Beaucoup de choses en commun. C'est marrant parce qu'il n'a pas raconté du tout avec le même angle que toi, mais je te ferai écouter, je t'enverrai le petit passage. Okay. À quel moment, qu'est-ce qui te donne toi envie d'arriver dans la compétition ? Alors, moi, j'ai pas l'esprit à la base, j'ai pas l'esprit tellement compétitif. Quand je faisais beaucoup de karaté, on m'a proposé plusieurs fois de faire de la compétition, du combat, machin. Et à chaque fois, je disais non, mais ça va. En fait, pour moi, j'avais l'impression que pour faire de la compétition, il fallait être énervé. Il fallait, tu vois, vouloir être meilleur que les autres. Ou vouloir, tu vois, dans l'esprit, je vais marcher sur les autres pour me hisser. Et j'avais pas du tout ça. J'ai pas le besoin de quoi que ce soit. Et puis finalement, en fait, c'était sur une discussion avec Greg où je lui disais, on parlait des regrets. Et je lui demandais si lui, il estimait qu'il avait des regrets dans la vie. Et il m'a dit, bah oui, tous les sports que j'ai faits, je les ai poussés à haut niveau. J'ai fait de la compète, sauf un, le para. Et j'aurais trop aimé faire de la compète, mais bon, je suis trop vieux maintenant. Et quand on a eu cette discussion, on avait 26 ans. Je lui ai dit, non mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? On est trop vieux. Attends, on va pas se mettre au placard à cet âge-là. Viens, on essaye de monter une équipe, puis on voit où ça nous mène. Alors dans ce moment-là, je pensais vraiment pas qu'on allait tenir aussi longtemps et devenir champion. Mais c'était vraiment juste histoire de dire, ok, on enlève ce regret, on se lance dans la compète, comme ça, tu vois, on clique la case, quoi. Okay. Et puis il se trouve que ça a quand même bien marché, qu'il y avait un potentiel qui était sympa. Et quand tu commences à t'entraîner avec un but, d'un coup, tu sens ton niveau qui monte, tu progresses, et forcément, ça, c'est hyper grisant, tu vois, tu te prends au jeu. Je pense que chaque être humain qui sent qu'il progresse et qu'il évolue dans un domaine, il a envie de continuer, en fait. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que tu as fait... tu as permis au duo, en tout cas, d'oublier cette barrière mentale de l'âge. Tu vois, où... Ouais, non, t'en fais pas. Donc effectivement, là, il y a peut-être que vous entendez, mais il y a la soufflerie qui commence derrière et il y a des baptêmes qui se font derrière nous. Donc pour la vidéo, ça va être plutôt sympa. Mais du coup, ce que je voulais demander, c'est... J'ai l'impression que tu as réussi à... Ah, tu m'entends moins ? Je t'entends pas très bien, ouais. Ah bah écoute, on va se rapprocher, ça va être plus intime. Mais la question que je voulais te poser, c'est... tu as toujours eu ce réflexe de pas faire attention aux barrières mentales et d'essayer de les repousser parce que, tu vois, c'est vachement audacieux ce que tu as fait, tu vois, cette remarque de dire, attends, on oublie les contraintes et tout. 99% des gens, en fait, ils s'arrêtent sur le premier problème qu'ils rencontrent, tu vois.
C'est vrai. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé, que j'ai développé dans le karaté. Okay. Quand j'étais petite, j'ai commencé à 8 ans le karaté. Et c'est vrai que j'avais des super sensei, des profs, qui, quand tu fais ton combat et que tu tombes, qui disent allez, relève-toi, continue. Et tu dis, moi je suis fatiguée, j'ai mal, allez, on continue, tant que le combat n'est pas fini, on y va. Et en fait, c'est cette mentalité de battante que m'a inculqué le karaté, que je pense que j'ai retransmis un peu dans ma vie. Et je pense que moi, cette phrase, elle m'accompagne pour tous, c'est qui ne tente rien n'a rien. Effectivement, si tu tentes pas, tu vas rester là où t'es. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu restes là où t'es. Donc pourquoi pas essayer en fait. C'est une très bonne phrase. C'est une très bonne phrase. Et tu te la poses toujours? C'est ton mantra Tout le temps. Tout le temps. Ok. Ouais. Est-ce que c'est dur pour les autres? Parce que si tu tentes tout le temps, t'essayes tout le temps, tu dois beaucoup échouer aussi, non? Excuse-moi? Tu dois beaucoup échouer aussi, non, du coup? Ah oui, forcément. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne t'entraîne à rien. Tu tentes, tu te rates, tu retentes, tu te rates. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt de voir qu'est-ce que tu fais de chaque raté. Si quand tu te rates, tu reproduis exactement la même chose, tu ne peux pas attendre un résultat différent. Donc il va falloir regarder pourquoi tu t'es raté, savoir se remettre en question, c'est la première des choses. Déjà, essayer de se dire, ok, j'ai dû faire un truc qui a merdé quelque part, et donc analyser où est-ce que tu aurais pu faire une erreur ou qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment. Donc, le premier truc, c'est de se remettre en question. Des fois, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font que tu vas rater et peu d'éléments intérieurs, mais c'est assez rare quand même. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de place pour progresser à chaque fois. Donc analyser un petit peu la situation, essayer de prendre du recul dessus et de se dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ou comment est-ce qu'on aurait pu mener les choses différemment. Et puis là, tu essayes d'acquérir ce qui, tu penses, te manquait. Tu retentes. Si ça re-rate, ça te donne encore de nouvelles infos. Et tu y retournes jusqu'à ce que tu aies ce que tu as envie d'avoir. En fait, tout dépend de ta motivation réelle du départ. Si c'est quelque chose qui n'était pas si important, tu vas faire peut-être 2 ratés, puis dire, allez, c'est quoi, c'est pas grave, on oublie. Tu auras quand même grandi dans l'expérience. Ça te servira pour autre chose. Et puis si tu es vraiment acharné comme on l'était pour le titre à un moment donné, tu lâches rien jusqu'à ce que tu l'aies. Ok. C'est ça que tu dirais parmi tes qualités, tu vois, être acharné et ne pas te fixer de limites? Oui, mais je trouve que acharné, c'est assez péjoratif. Acharné et tenace, résiliente. Ouais, résiliente. C'est dans le sens où s'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, et même si les gens autour de toi essayent de te décourager ou que les circonstances ne sont pas idéales à ce moment-là, je pense que c'est trop triste de renoncer. Si c'est quelque chose qui t'anime, suivre ce qui nous anime, c'est le meilleur moyen en fait, de garder des paillettes dans les yeux et de profiter entièrement de ton expérience humaine. Ouais, ok, je vois très bien. Y a un terme aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle l'antifragilité. C'est le fait, tu vois, de toujours se nourrir un peu de ses échecs et de toujours grandir. Parce que si tu réfléchis, il y a un terme qui définit la fragilité, c'est quand il y a un choc, ça se casse. Mais il n'y a pas de terme qui définit quand il y a un choc, tu te renforces, tu vois, ou tu te nourris. Et du coup, il y a un super bouquin justement sur l'antifragilité qui est hyper intéressant. Quand tu l'as dit, ça a résonné. Ouais. Ça, tu vois, c'est une définition qui n'existe pas et qui n'est pas assez utilisée, quoi. Est-ce que si Greg t'avait dit à ce moment-là, c'est quoi ton rêve ou ton regret, ça serait faire le tour du monde, est-ce que tu aurais réagi avec autant d'enthousiasme? Ah ouais, on serait parti en tour du monde, direct. Let's go, quoi. Ok. C'est ta personnalité de dire oui tout le temps, quoi. Alors non, pas tout le temps. Il faut savoir mettre des barrières pour se protéger. Mais si c'est quelque chose qui me donne envie aussi, et clairement le tour du monde, carrément. Ouais. C'est en fait toute expérience où je me dis, effectivement, là, il y a vraiment de quoi apprendre plein de choses, voir plein de choses, ressentir des nouvelles choses. Et puis, du coup, par tout ce que je vais vivre, devenir une meilleure version de moi-même, en fait. Là, c'est oui direct. Ok. Après, si c'est viens, on va sortir parce que c'est l'anniversaire de machin et que ça fait 4 soirs d'affilée qu'on sort et que je suis
exploser de fatigue, je sais que le lendemain, j'arrive pas à être entière avec mes élèves ou assez pertinente dans mes discours. Alors oui, là, je vais mettre des barrières. Non, tant pis pour l'anniversaire. Je suis vraiment désolée pour la personne qui a son anniversaire, mais je vais devoir mettre des barrières. Mais voilà. Ok, je vois très bien. Il y a des petites traces un peu d'introverti aussi. Ça consomme de l'énergie d'être en groupe tout le temps. Ah ouais. Mais je la donne volontiers, mais pour en donner, il faut en avoir. Et je pense que pour en avoir, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, pour se recharger, se ressourcer. Ouais. Et ça, souvent, je connais beaucoup de gens qui se laissent bouffer. J'en ai fait partie aussi pendant un moment. Et je pense que c'est important de trouver cet équilibre personnel et d'instaurer aussi un dialogue interne où on arrive à se connaître. Ouais. Pour pas se coincer et s'auto-piéger en fait. Ok. Tu te ressources comment toi ? Alors moi je me ressource dans la nature essentiellement. Ouais. J'aime beaucoup, je me suis mise à la méditation et pour moi la ressource parfaite c'est le matin où je me réveille, je prends mon petit café. Si je peux, je regarde le lever de soleil, je trouve que ça change une journée. Il y a quelque chose d'intime à ce moment-là où tu sens que le monde entier dort encore un peu, à part quelques personnes qui font partie du club peut-être des 5h du matin. Mais il y a quelque chose de particulier, une énergie encore calme, où tout est possible. Ta journée, elle n'a pas commencé. Et c'est là où tu peux vraiment faire ton setting mental et te dire, ok, déjà, toujours avoir cette notion de gratitude, repenser à tous ces cadeaux que tu as dans ta vie, tous les trucs qui te mettent bien, tu vois, te recharger en énergie positive, en amour. Et puis, donc je fais méditation, petit yoga. Alors, désolée pour le yoga, parce que en fait, j'appelle ça yoga, mais c'est des mouvements inspirés du yoga pour délier un petit peu le corps et puis chauffer un peu musculairement. Et rien que ça, déjà, ça change une journée. Je vais me ressourcer comme ça. Après, si je peux, je vais aller nager dans la mer. Ça, c'est l'idéal. Et sinon, passer un moment dehors ou faire un tour en moto. Ok, trop cool. Voilà. Seul à chaque fois ? C'est un moment pour toi ? Alors, c'est un moment où j'ai besoin d'être seul, ouais. Ouais, ok. Ouais. Trop cool. Écoute, c'est marrant parce que j'ai un peu la même routine, tu vois. Méditation, c'est devenu obligatoire. J'ai besoin d'activer le corps aussi. Avec, effectivement, ça pourrait ressembler à du yoga. Il y a des chiens tête en bas, des cobras, ce genre de mouvements. C'est quoi est-ce que tu as une routine un peu similaire pour la performance, tu vois, avant une compétition, quand le stress monte, que effectivement vous allez avoir 7 passages à réaliser et que il faut être vraiment dans l'instant présent parce que il y a énormément de paramètres. Effectivement, le bruit, la force du vent, la luminosité, le rapport que vous avez l'un à l'autre avec votre vidéoman. Comment est-ce que toi, tu te mets dans les meilleures prédispositions avant une compète ? Alors, est-ce que tu as 2 heures devant toi ? Eh bien, ouais, en vrai, moi, ouais, toi, non. Mais moi, j'adore ça. Ouais, alors, c'est tout un processus qui, pour le décrire bien, il faudrait vraiment du temps. Pour le raccourcir sans... Enfin, pour le raccourcir, c'est difficile. Déjà, c'est commencer à me mettre dans ma bulle. Mettre dans ma bulle, il y a plusieurs étapes, dont un peu par la méditation aussi, mais il y a tout un procédé aussi un petit peu énergétique où je me crée un espèce d'œuf de protection autour de moi, où il y a un travail psychologique où je vais bosser sur le dialogue intérieur et essayer de m'auto-booster, de me rappeler toutes mes qualités, tout ce que je peux faire, tout ce que je fais déjà bien. Et ça, c'était un gros travail sur moi parce que quand on est dans le haut niveau, on a, je pense, cette envie de perfection. Ouais. On est très dur avec soi-même. Et donc, ça a été déjà un gros travail là-dessus. Donc, prendre ce temps et c'était pas facile pour moi de me dire tu peux y arriver, t'es super et tout. Tu vois, ça, c'était compliqué. Mais c'est hyper important, je pense, d'être son premier supporter et de s'encourager. Et de se souvenir de tout ce qu'on fait bien, et de se souvenir et de se rappeler et de se rassurer que cette routine qu'on va faire dans le ciel, on l'a répétée plusieurs fois, qu'on sait la faire. Et puis après cette bulle où je suis vraiment dans mon monde intérieur, je vais vraiment essayer d'être hermétique à tout ce qui pourrait me déconcentrer. Donc par exemple en compétition, nous ce qui était difficile, toutes les années en fait, c'est qu'il y avait un écran géant qui diffusait tous les sauts des autres équipes. Ouais. Et forcément, ça t'appelle le regard, tu vois, donc tu regardes ce qu'ils font. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me déstabilisait parce que je me disais, oh là là, il est super leur saut, oh là là, le nôtre, il est moyen à côté. Et tu es toujours en train de te comparer et c'est plombant pour le moral.
Ouais. Donc ce que j'ai fait pour les dernières compétitions qui marchaient très bien pour moi, c'était de ne pas regarder. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire, moi et mon équipe. Et il n'y a qu'eux qui vont pouvoir pénétrer dans cet œuf. Et tout le reste, je ne vais pas regarder. Okay. Et je me concentre que sur ce que je dois faire moi. Ok. Et après, je pense dans la performance, c'est-à-dire sur le moment présent. Après, il y a tout un travail de respiration, cohérence cardiaque pour ceux qui sont curieux, allez voir un peu sur Internet. Et puis, une fois qu'on était dans l'avion, j'ancrais, oui, il y avait ça aussi. Je trouvais une musique qui correspondait à mon état un peu guerrière, tu vois, du moment. C'était toujours la même ? Non, ça change tout le temps, mais c'est souvent une musique de film. Ok. Et cette musique, en fait, je l'associe à cet état de je suis invincible. Et quand j'étais dans les montées d'avion, juste avant le saut, eh ben, je me la passais dans la tête, cette musique, et je me repassais tout mon processus de... je le connais, le saut, il y a toute la visualisation du saut en amont, visualisation interne, visualisation externe. Je t'ai dit que c'était long. Hein. Ouais, mais j'adore. Mais tu sais pourquoi c'est long ? Parce que en fait, si tu veux arriver à l'excellence, tu es obligé d'enchaîner des habitudes. Et alors, mon grand bouquin du moment, c'est Atomic Habits. Tu l'as lu ? De James Clear. Ouais, exactement. tu l'as très bien lu. Et donc tu vois, tu sais à quel point il faut avoir le plus d'habitudes possible et que plus on décompose ce process, plus on excelle en fait dans ce qu'on fait. Donc, Et alors j'imagine que c'est vrai, si toi tu es sportif, tous ces bouquins qui parlent un peu des mêmes choses mais différemment, tu les lis et tu te rends compte que c'est déjà quelque chose que tu fais. Ouais. Et c'est rigolo de voir qu'en fait finalement il y a un procédé qui mène alors à l'excellence, tu vois ce que je veux dire, à la gagne ou à cet état d'esprit de quelqu'un qui va aller jusqu'au bout pour la réussite. Et donc si je reprends mon process, pendant le saut, en fait, ce qui m'a vraiment aidé sur le championnat du monde et qu'on faisait moins avant, c'était de défocaliser de mon travail personnel et de me focaliser sur comment est-ce que je peux aider mes coéquipiers. Et je trouve que quand tu es dans cette démarche de faire au mieux pour l'autre, eh ben, tu te décharges un petit peu de la pression que tu te mets et ton corps va passer en mode automatique et il va faire ce qu'il sait faire. Alors que si tu restes concentré sur toi, mon pied, mon machin, mon truc, tu vas te mettre encore plus de stress que ce que tu as déjà du fait de la situation. Et c'est là où tu vas te sentir tout rouillé, tu vois, où potentiellement tu vas pouvoir buter sur une erreur. Ouais. Donc ça nous a beaucoup aidé. On a tous fait la même chose et il y avait une super symbiose en plus entre nous. C'était vraiment génial. Et comment tu trouves l'équilibre d'ailleurs dans un duo ou dans une équipe, tu vois, tu l'as un peu répondu, mais je te repose la question, c'est comment est-ce que tu fais pour que l'équilibre de l'équipe se fasse, tu vois ? Parce que tu en as un qui peut être stressé, tu en as un autre qui peut être... Greg, il a quand même beaucoup d'énergie et puis il part un peu dans tous les sens. Je vois l'hyperactif là. Je vois l'hyperactif, grave. Moi, je me suis calmé. Lui, il s'est pas calmé, je me suis dit. Alors, si tu as des techniques pour calmer, partage-les. Parce que... Moi, c'est 15 minutes de méditation tous les matins. Tu lui as dit ? M'entraîner à faire de l'écoute active, d'où le podcast. Je me permets quand même de parler, mais tu vois, j'écoute beaucoup. Et puis, il y a aussi un espèce de conditionnement, c'est que je monte une boîte et que j'ai besoin quand même d'être mon focus et je peux pas écouter mon envie d'aller parler à tout le monde comme ça et qu'il y a des moments où il faut bosser, il faut exécuter et mon rêve, moi c'est effectivement c'est ce projet, c'est ce média et du coup c'est comme ça, c'est ça qui me maintient quoi. Mais c'est une question de rêve, tu vois, là je pourrais switcher de rêve un peu comme vous et me dire attends mais j'ai 33 ans mais je peux le faire et dans 10 ans peut-être être champion du monde non je sais pas quel sport mais carrément, je pense que c'est tout à fait possible. Mais ton émission, elle est cool, donc on serait triste si tu l'arrêtais. Bah ouais, mais moi le premier. Mais c'est pour ça que je me lance des défis et d'aller un peu à votre rencontre. Donc trop bien, ouais. Donc musique, dans la bulle. Et respiration. Et visualisation. Ouais. Visualisation, donc projection mentale, finalement, où tu joues à la fois sur ce que tu visualises, mais en même temps ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu essaies d'associer à ce que tu es en train de visualiser, en interne, quel muscle tu dois activer pour telle et telle posture qui correspond à ce que tu es en train d'avoir dans la tête. Ok. Et combien de fois vous allez visualiser vos sauts, par exemple ? Est-ce que tu serais capable de te dire tiens, dans une journée, j'ai pensé, je sais pas, 10 fois à ce saut ou combien de fois tu le révises ? Ah ouais, c'est des centaines de fois, je pense. Ah ouais. C'est des centaines de fois. Je me souviens quand
quand on était vraiment à fond dans nos entraînements, là, on allait à la salle de muscu du club de karaté. Et pendant que je faisais mes exercices de muscu, je faisais tourner le saut dans ma tête. Et je me disais, ok, j'ai oublié tel truc. Et je le reprenais du début. Et je reprenais. Vraiment que ça devienne un truc qui fait partie de toi tout le temps, quoi. C'est les répétitions, ouais, vraiment, je pense qu'il y en a, mentales, hein, je pense qu'il y en a plus d'une centaine facile. Par jour. Ouais, ça vient comme ça. Alors, quand on est en mode, là, il y a la compétition qui arrive. Hein. Si je suis dans mon quotidien entre deux compètes, je vais quand même laisser du mou. Et tu t'es fait accompagner par quelqu'un pour la préparation mentale ? Non, on a tout appris sur le tas, à nos dépens, hein, parce que donc on est resté quand même longtemps en compétition. Et on a beaucoup appris, justement, on en parlait au début, de nos erreurs, de nos ratés. Et puis, petit à petit, en fait... à être dans le dur, parce qu'on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, à être dans le dur, en fait, c'est ce qui m'a forcé à revenir en dialogue interne, parce qu'au final, j'ai réalisé que, tu vois, tu as ta naissance, tu vas à l'école, on te dit, tu prends une douche, tu déjeunes, tu vas suivre tes cours, tu rentres à la maison, tu dois faire tes devoirs, ensuite tu machin. En fait, on te donne toujours un planning de choses à faire qui fait que tu es projeté vers l'extérieur. Et à aucun moment, en fait, on te laisse un temps où on te dit, tiens, aujourd'hui, est-ce que tu as pris le temps de dialoguer un peu avec toi ? Où est-ce que tu en es ? Comment tu te sens ? Et ça, on nous le permet pas quelque part. Ça fait pas partie du planning quotidien qu'on a. Et je pense que quand on grandit en tant qu'adulte, à moins d'être dans un environnement particulier où tu es amené à faire ça, et ben, tu les as pas ces moments-là non plus. Donc tu te connais pas beaucoup, finalement. Et d'être dans le dur comme ça, y a des moments où tu te retrouves face à toi-même et ça te force à aller chercher un peu plus loin, quoi. Ça, c'était vraiment important. Mais là-dessus, tu vois, je te rejoins totalement. On ne nous apprend pas à être seul et à rentrer en introspection, tu vois, à se poser ce genre de questions. On est toujours en groupe, en classe, à l'université, au sport, au boulot, tu vois. Et il n'y a pas de moment où finalement... on t'apprend à t'observer, tu vois, et c'est difficile, je trouve, et je pense que c'est un des trucs qu'on devrait apprendre à l'école, tu vois, de prendre ces moments un peu intimes où tu te poses un peu des bonnes questions, à te dire qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, où est-ce que se trouvent mes limites, où est-ce que je me sens dans ma zone de confort, où est-ce que je me trouve dans ma zone d'apprentissage, où est-ce que je suis dans ma zone de peur aussi, et ça on l'apprend pas aux petits garçons et aux petites filles que nous sommes, donc je te rejoins beaucoup. Tu t'as mentionné des bâtons dans les roues. J'ai pas le temps. T'en as peut-être, c'était quoi le plus gros bâton que vous avez mis? Le plus gros bâton dans les roues, c'est qu'il y a eu un très mauvais dialogue initial, je pense, avec les représentants de notre fédération qui s'occupaient en fait de sélectionner qui entrait en équipe de France ou pas à l'époque, et beaucoup de copinage. Et nous, on n'était pas des copains, on est arrivés comme ça, sortis d'un chapeau avec Greg. Et c'est un peu, on a eu l'impression de déranger un peu des plans qui étaient établis. Et donc, on a été mis de côté assez rapidement. Et on a eu beaucoup de bâtons dans les roues par notre propre fédération, en fait. Après, c'est des très longues histoires. Mais bon, finalement, par l'acharnement et en essayant, au final, de représenter une autre nation, au dernier moment, in extremis, on a été rappelé et réintégré en équipe de France, et donc on a pu faire les championnats du monde sous l'effigie de la France. Mais ça s'est joué à deux doigts qu'on la fasse pour la Suisse. D'accord, ok. Écoute, merci de nous partager cette histoire. Ça devait pas être facile. Non, c'était très dur. C'est pour ça que normalement on fait de la compétition, on a déjà en soi pas mal de bâtons dans les roues avec, je sais pas, des adversaires, un accident, des choses à gérer en perso. Mais là, en plus de ça, nous, on avait à gérer des ambiances pesantes, et ça, c'était vraiment, ça te mine le moral. Et je pense que pour faire une belle compétition, c'est hyper important l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Et se sentir soutenu, se sentir encouragé. De l'intérieur, c'est bien, mais de l'extérieur aussi, c'est assez important. Et du coup, là, nous, on a bien ramassé. Ok. J'ai une deuxième question sur le sujet que j'aime bien poser, c'est aujourd'hui, tu vois, quand on vous regarde de l'extérieur, effectivement, on peut avoir l'impression que tout est blanc et rouge, tout est rose, tu vois. Que effectivement vous voyagez beaucoup, il y a des titres, vous rencontrez plein de monde, vous créez une communauté, vous donnez des stages, donc tout roule, tu vois.
j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Et la question que j'aime bien poser, c'est quels sont un peu les sacrifices, toi, on va dire à titre personnel. Par sacrifice, j'entends passer des heures dans une soufflerie. Pour moi, c'est pas vraiment un sacrifice, c'est un bonheur, tu vois. C'est quelque chose que tu veux faire et quelque chose que tu aimes faire. Mais il y a toujours dans une passion, il y a toujours quelque chose qu'on aime un petit peu moins et que les autres voient pas, tu vois. Et je serais curieux de savoir, toi, dans ton cas, c'était quoi justement ces moments où il a fallu te forcer, en fait, tu vois. Il a fallu peut-être aller au-delà un petit peu du simple plaisir du sport et de la passion. Alors, c'est quelque chose que je vis encore un petit peu aujourd'hui quand En fait, on est beaucoup sollicité. Ouais. Et puis, comme tu disais, tu as pu te rendre compte, Greg est assez hyperactif. Et c'est très difficile pour nous. Justement, on est tellement enthousiaste de partager tout ce qu'on fait dans notre sport, que ce soit à l'étranger ou en France. On est quand même souvent à l'étranger à faire des stages. Et c'est vrai que quand on nous dit « Ah, on aimerait que vous veniez sur tel événement pour que vous puissiez encadrer tout ça », on a du mal à dire non, si c'est un endroit qui nous plaît, que les gens ont l'air cool. Et c'est souvent le cas. Donc on dit oui. Et l'agenda, il se remplit à une vitesse folle et on se retrouve à enchaîner d'un événement à l'autre, d'une soufflerie à l'autre, et sans aucun jour de repos. Et physiquement, ça tire. Alors, pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je suis désolée pour vous, allez voir. Mon chéri est très bien bâti. Je confirme. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de muscles. Et puis, clairement, c'est une machine. Je pense qu'il est extraterrien pour le coup, lui. Mais toi aussi, tous les deux, vous l'êtes. Hein. Et c'est vrai que lui, physiquement, tu vois, il peut passer des heures dans la soufflerie et voler sans que son corps lâche. Moi, c'est pas le cas, même si j'essaye de quand même tenir un peu le choc musculairement. Mon corps ramasse à un moment, il me dit stop là. J'ai l'épaule qui va brûler. Voilà, donc il y a des fois on s'est retrouvé enchaîné un petit peu trop de tunnel camp et quand le lendemain matin où tu as célébré la nouvelle position d'un gars qui était trop content parce qu'il a eu sa tête à l'envers dans la soufflerie, donc on a arrosé ça et le lendemain matin tu te lèves et tu dois repasser toute la journée dans le tube avec le bruit, avec toute la concentration nécessaire pour débriefer tout le monde, voler en plus de ça, t'as pas une seconde pour toi. Et là, je t'avoue que des fois, tu traînes les pieds et t'es là, oh là, mais comment je vais faire pour tenir aujourd'hui ? Mais c'est marrant que tu cites tout ça parce que, tu vois, moi, je suis complètement hyperactif et j'ai aussi des petits troubles de l'attention par moment. Et là, tu vois, quand je suis arrivé ici, entre le bruit, les gens, tous les éléments en fait qui arrivent, je me dis waouh, à la fin de la journée je vais être rincé quoi. Je le sais, je suis hyper stimulé par le bruit, les lumières, tout, donc j'imagine à quel point ça doit être prenant et ça doit vider quoi. Ah ouais, c'est éprouvant. Hein. Ah ouais. Donc il y a ça. Et puis alors il y a un autre truc, peut-être plus moi que Greg, qui pareil, lui c'est plus facile, il mange un peu de tout. Et moi c'est vrai que déjà étant une femme, j'ai plus non plus 20 ans, comme on dit. Et c'est vrai que pour être performant, je pense que c'est important, une bonne alimentation. Faire attention à soi. On a des combis qui sont ultra serrés aussi, si ça se voit. Et du coup, quand tu prends des kilos, tu le sens vite. Déjà, c'est pas confortable dans ton vol, t'es pas confortable dans ta combi. Et puis aussi, ça t'embrouille un peu les idées. Donc, moi, j'aime bien essayer de manger sain. Et pour ça, on a la chance en France de pouvoir trouver des super produits. Mais quand on voyage à l'étranger, c'est compliqué. Et encore plus quand on est sur une drop zone, donc un centre de saut, où là, la plupart du temps, c'est sandwich, burger, frites ou pizza, tu vois. Ouais. Donc forcément, t'imagines si je mangeais ça tout le temps, c'est pas possible. Donc ça, c'est un peu le point où c'est difficile, c'est le petit point moins rose quand on voyage tout le temps et qu'on est en déplacement, c'est de trouver comment s'alimenter correctement. T'as un régime particulier, toi ? Alors, j'aime bien manger bio quand je peux, essentiellement beaucoup de légumes. J'essaye de ne pas manger de sucre raffiné, sauf un petit carreau de chocolat noir de temps en temps, parce que quand même, faut pas déconner. Quand même. Et j'ai énormément réduit la viande, voire ça ne me dérange pas du tout de ne plus en manger. Alors je suis pas pour autant, j'ai pas passé le pas de dire je suis végétarienne, mais c'est vrai que je trouve que c'est très lourd à digérer la viande rouge. Alors je mange encore un peu de poulet, trucs comme ça, mais quand je sens que mon corps en réclame en fait, j'essaie vraiment d'être à l'écoute et la plupart du temps je peux vraiment faire sans. Ouais, on se rend compte que c'est pas si facile, enfin c'est pas si dur en fait. Ah ouais, vraiment pas. C'est même très simple et c'est plutôt naturel. Merci pour tout.
Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est fait, mais vous avez beaucoup fait de compètes. Ah, là, on a Greg effectivement et Alina. Alina qui vient de Roumanie. Ouais. D'accord, ok. Qui font des figures juste derrière nous et qui sont venus nous faire coucou sur la vitre. Trop marrant, vous êtes excellents, vous êtes trop drôles. Vous avez fait beaucoup de projets à deux. Forcément, quand tu es un couple, quand tu es une équipe, que tu fais tout, à un moment donné, tu as besoin aussi de refaire tes projets. Et là, Greg, il m'a dit, écoute, il faut que tu lui demandes les gros projets qu'elle a fait ces derniers mois et il faut que tu me racontes un petit peu tout ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu plein de records. Ouais, ah oui, c'est vrai ça, oui. Donc, dis-moi tout, si tu devais me résumer là, pour les 5 minutes qui nous restent, quels sont un peu les gros projets que tu as pu faire? Alors, dans les gros projets, je pense que je suis pas la seule, mais pendant le Covid, en fait, j'ai commencé à poster. Si tu veux, tu sais, avant Instagram, c'était beaucoup, tu mets une belle image, et puis tu mets une petite légende sympa et tout ça. Et donc, nous, avec tous les pays incroyables qu'on avait fait, les Maldives, la Namibie, les sauts sur les pyramides, le Brésil, bref, on avait des photos complètement dingues. En plus, on a un super photographe, Yuan Koi, qui nous suit. Donc on mettait des photos et ça faisait rêver les gens, mais personne ne savait en fait l'histoire qu'il y avait derrière, il n'y avait pas de côté un peu humain. Et donc pendant le Covid, je me suis mis à poster des rushs des endroits où on était allés et de raconter toute l'histoire, comment est-ce qu'on avait réussi à arriver à cet endroit-là, qu'est-ce que j'avais ressenti en sautant, en faisant ça et ça. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui me disaient mais merci de nous faire voyager, on a l'impression d'être avec toi, c'est trop bien, tout ça. Et puis il y a un ami qui est aventurier qui m'a dit mais Karine, pourquoi t'écris pas un bouquin ? Franchement, avec tout ce que tu as vécu, ça ferait du bien d'avoir quelque chose qui parle un petit peu de parachutisme parce que personne connaît ce sport, ou très mal. Et puis de toute façon, au-delà du sport, il y a tout ce qu'on a évoqué ensemble, tout ce que tu comprends quand tu fais du haut niveau, que tu peux finalement appliquer dans n'importe quel type de vie, sans viser des sommets forcément sportifs ou quoi, qui peuvent te servir pour tout, une interview, un job, je sais pas, un loisir, ou juste même ton quotidien. Donc j'ai écrit un bouquin, je cherche des éditeurs en ce moment. Ok. Et l'autre projet récent qu'on a fait dans le parachutisme, c'est qu'on a enfin battu le dernier record de France, qui datait de 2014, t'imagines ? Et on avait essayé plusieurs fois de le battre après ça, mais il y a toujours eu des bâtons dans les roues. Et on s'est retrouvés cet été donc avec un peu plus de 60 parachutistes français. Et on a réussi à fermer une figure, la tête à l'envers, donc à 270, 280 km/h. Il faut tous qu'on se tienne la main en même temps pour que ce soit validé. Et on a réussi à le faire à 54 Trop personnes. Bien, incroyable. Et c'est toi qui a organisé ça et qui l'a coordonné, c'est ça ? Alors, on est plusieurs organisateurs. Moi, j'ai co-organisé ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est donc on est une équipe et on a un programme à suivre. Donc là, j'étais avec Domi Kiger, qui est une grande parachutiste aussi, qui organise beaucoup les records qui se passent à l'étranger aussi, avec le record féminin par exemple qu'on a battu aussi récemment. En novembre dernier, là, on a fait... c'était quoi le record ? On a fait 80 femmes, tête en bas. Incroyable. Ça, c'était génial. Et puis, du coup, donc, on était ensemble à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. On visait 60 personnes pour le français. Et il se trouve que le premier jour où on commence à s'entraîner, il y a un avion qui tombe en panne. Donc, il y avait 3 avions qui devaient voler en formation. Il y en a un qui nous lâche. On fait mais c'est pas possible. Après l'année d'avant où on avait eu une semaine de pluie, on n'avait pas pu sauter. Celle encore d'avant où on avait des problèmes d'avion. Enfin, on s'est dit mais on va jamais réussir à le battre ce record. Et là, je me suis dit ok, quand tu as une situation comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour la retourner et en faire quelque chose de positif ? Et finalement, on s'est dit ok, on a 2 avions et on a le cœur de la formation, un cœur 40. Sur lesquels viennent se greffer des extérieurs pour arriver à 60. Ce cœur 40, on sait qu'il est assez solide. Tu vois, c'est des bons flyers qui se connaissent déjà bien, qui ont beaucoup d'expérience. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du coup un record de séquence ? C'est-à-dire qu'on ferme le premier point à 40, c'est-à-dire que tout le monde se tient la main à 40, et ensuite on a un signal qui fait que certaines personnes vont lâcher là où ils étaient, se déplacer et reprendre ailleurs pour créer un deuxième point. Tu vois ? Et dans ces cas-là, on pourrait avoir un record. Puisque 40 n'était pas suffisant pour être un record. Si on le fait avec 2 points, là, on peut en créer un. Et du coup, remonter le moral des troupes et partir sur une bonne base. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a marché. Et dans la foulée, le lendemain, on a reçu
un autre avion et on a pu repartir sur des tentatives plus nombreux et on a réussi à battre 3 records au final dans une semaine. Trop chouette. Bah écoute, je mettrai toutes les petites vidéos sur Instagram, je repartagerai tout ça avec grand plaisir. J'ai 2 petites questions pour la fin. La première, c'est de savoir quel est ton prochain rêve, quel est ton prochain objectif? Ah, ça c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est ouvert. Okay. Au prochain défi qu'on va me lancer, peut-être. Écoute, j'ai vraiment de plus en plus plaisir à partager tout cet extrait d'expérience que nous a donné justement toutes ces années de compétition, tout ce coaching, côtoyer différents profils psychologiques et tout ça. Et j'ai vraiment envie de développer l'aspect conférence pour pouvoir faire passer tous ces messages que j'ai compris, qui peuvent aider vraiment au niveau personnel à se sentir mieux avec soi-même et puis à s'épanouir. Et puis aussi à développer un peu chez chacun le côté battant pour aller... pour passer à l'action, si tu veux. Souvent, tu sais, tu dis aux gens, est-ce que tu as un rêve? Ah ouais, j'en ai plein, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis c'est des choses qui laissent un peu planant comme dans l'immatériel et qui va les accompagner toute leur vie. Oh, j'aurais rêvé un jour. Et puis finalement, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Et c'est tous ces petits trucs-là qu'on peut développer ensemble et justement faire en sorte que tu vas aller en choisir un, te le mettre en objectif et puis rien lâcher jusqu'à ce que tu le réalises, quoi. Yes. Allez, c'est la toute dernière question parce qu'après je sais que tu dois aller à nouveau monitorer, c'est ça, des élèves coacher, ouais. Je vais aller coacher avec Greg. Et c'est de savoir quel est l'invité que tu me recommandes d'aller voir justement pour parler un petit peu je sais, sport, haut niveau, bulle de soi, rêve. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir? Alors récemment, on a eu la chance de rencontrer Emma Claire Dumont, qui est une femme extraordinaire, qui se lance des défis aussi, qui touche à tout un petit peu en sport et qui récemment est allée monter l'Everest. Elle a réussi. Elle est restée vivante, elle en est revenue. Et puis, elle se fait des défis fous. Par exemple, elle a fait, je crois, 7 marathons en 7 jours. Enfin, c'est complètement dingue. Et quand tu la rencontres, t'as l'impression que c'est une nana normale. Et en fait, quand tu parles avec elle, t'as envie de prendre une chaise et de dire « Ok, vas-y, raconte-moi tout ». Et écoute, c'est exactement ce que je fais, donc je prends ce rendez-vous avec grand plaisir. Merci infiniment pour ce moment improvisé, c'est très chouette. Et puis, comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Avec plaisir. Salut.